faute d'inventer des médicaments nouveaux, réellement nouveaux et puissants, pour les vraies maladies, pour les maladies qui frappent toute l'humanité, bon, le cancer, l'hypertension, etc., pour maintenir ces ventes, l'industrie pharmaceutique a trouvé plus simple d'inventer des maladies qui n'existent pas et pour lesquelles elle propose des médicaments sans aucune efficacité, mais ça n'a aucune importance puisque les soi-disant malades ne sont pas malades. It's that week before your period. The irritability, mood swings, bloating. Think it's PMS. It could be PMDD, premenstrual dysphoric disorder. Those intense mood and physical symptoms the week before your period. Call your doctor right away because this can be a sign of a serious medical condition. Autour des règles, les femmes sentent un certain nombre de tensions, d'irritations, de l'angoisse. Enfin, bon. Ça a toujours été comme ça. C'était la source de beaucoup de scènes conjugales dans le passé, du temps où l'homme était dominateur. Alors on a créé le syndrome dysphorique menstruel. C'est pas beau ça? Retenez bien, le syndrome dysphorique menstruel. C'est-à-dire qu'au moment des règles, vous avez une dysphorie. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il faut remonter au grec, c'est pas bien précis. Bon. On peut traduire ça en disant que vous avez un comportement un peu instable dans cette période-là. Mais ça se traite. On va traiter ça. Avec quoi? Et là, vous tombez de votre chaise. Ça s'est passé aux États-Unis. Why live this way another month? Tell your doctor about any medications you're taking, or if you're pregnant, nursing, or plan to become pregnant. Some women may experience side effects. Il y avait un médicament contre la dépression très connu qui était le Prozac. Le Prozac est arrivé en bout de brevet, il rapportait plus rien au laboratoire. Alors, boum, 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 100 articles publiés sur le syndrome dysphorique menstruel pendant 1 an dans 30 journaux. Des visiteurs médicaux qui vont distribuer des extraits pour apprendre aux médecins ce qu'ils ne connaissaient pas, le syndrome dysphorique menstruel. Et apparaît la solution, la nouvelle molécule qu'on va vendre, car c'est la même que le Prozac avant, exactement, le dosage, tout est pareil, sauf la couleur, qu'on va vendre 4 fois plus cher. C'est bien normal, puisqu'on se traite que pendant 5 jours par mois, il faut rentrer dans ses frais. Voilà. C'est renversant. C'est renversant, c'est diaboliquement malin. Doctors can now treat PMDD with the first and only prescription medication. If you develop a rash or hives, call your doctor right away, because this can be a sign of a serious medical condition. Il y en a qui ont remarqué, effectivement, parmi les firmes pharmaceutiques, qu'il y a une hypothèse intéressante qui serait non pas de s'épuiser ou de s'échiner ou de s'efforcer à trouver des solutions, à trouver un nouveau médicament pour un problème de santé, mais tout simplement, avec les médicaments qu'elles ont déjà, inventer un problème de santé qui conviendrait, entre guillemets, aux médicaments. Donc ça renverse le système, ça renverse la pensée. Elles ont un portefeuille, comme elles disent, de médicaments qui est utilisé pour ceci ou cela, ou qu'elles ont développé et puis qui vraiment ne passe pas la barre parce qu'il n'est pas assez intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer ou faire croire à une maladie ou un problème où ce médicament rendrait service? Imaginez que vous soyez fabricant de voitures ou carrossier. Votre objectif ne serait pas de fabriquer des chariots pour les cul-de-jatte. Il s'agit de fabriquer des voitures les plus attractives possibles pour ramasser, vous ouvrir ou maintenir les marchés les plus importants. Toute la problématique des industries, en général l'industrie pharmaceutique en particulier, c'est la même. Autrement dit, ce qui va cibler les efforts de l'industrie ne sont pas les problèmes de santé publique, ne sont pas les malades, ce sont les marchés possibles. Les marchés possibles les plus intéressants pour elle, où elle vendra beaucoup et le plus cher possible. Donc les firmes
dans cette ambiance de concurrence, à la recherche d'élargir toujours le marché, ont intérêt à faire évoluer les critères diagnostiques de la maladie. C'est clair que la plupart des gens ont une hypertension artérielle normale, puis quelques-uns, une petite proportion à 16 ou 17, comme on dit, 170 mm de mercure, puis encore moins ont 18 ou 180, et encore moins, etc. Selon le seuil qu'on choisit pour définir l'hypertension, il y a plus ou moins de patients, c'est-à-dire de clients, et donc plus ou moins de chiffres de vente et de marché. Donc, logiquement, beaucoup de firmes pharmaceutiques sont intéressées en tout cas, à ce que les critères de définition des maladies soient toujours plus élargis dans la durée et surtout dans les seuils, dans la définition de la maladie. Et pour 1000 adultes qui ont une hypertension au-delà de 160-90 mm de mercure, prendre le traitement antihypertenseur bien choisi, qu'on prend bien, au bout de 4 à 5 ans, sur les 1000, il va y en avoir 10 ou 20 qui auront évité un accident cardiovasculaire. Alors pour ces personnes-là, c'est très bien. On est content, prescrire est content d'avoir évité ça. Mais il faut avoir tout de même en tête l'ordre de grandeur. La grande majorité des personnes auront pris le médicament sans bénéfice pour leur santé. Bénéfice pour la firme, ça c'est sûr, mais pas pour leur santé. Et on comprend que si on baisse encore le seuil de l'hypertension, on va traiter encore plus de gens qui auront encore moins de bénéfices. Par contre, on va augmenter le nombre de gens exposés aux effets indésirables des médicaments, et puis on augmente le marché, bien entendu. I was active, eating healthy. I thought I was in great shape. So I was surprised when my doctor told me I still had high cholesterol. That really hit me and got me thinking about my health. I knew I had to get my cholesterol under control. I thought I was doing enough to lower my cholesterol, but I needed more help. What are you doing about yours? In the extreme, what they've been able to do is to persuade everybody. En poussant les choses à l'extrême, l'industrie pharmaceutique a réussi à nous convaincre que le taux de cholestérol des gens de 25 ans doit être la norme pour tous. Mais en prenant ce taux pour référence, on constate que 95% des Français et des Allemands, par exemple, sont techniquement malades. Du point de vue de l'industrie, c'est merveilleux. C'est un marché phénoménal. Ils peuvent dire à des masses de gens qu'ils doivent prendre des statines pour abaisser leur taux de cholestérol et ainsi réduire leur risque de crise cardiaque ou d'infarctus. Alors qu'on sait que si on n'a pas d'autres facteurs de risque, si on n'a pas déjà eu un infarctus, si on n'est pas en surpoids, si on ne fume pas, prendre ce type de médicament augmente au contraire votre risque de mourir. La dernière révision des normes anti-cholestérol américaines a eu lieu en 2001. Or, 9 des 14 experts qui ont fixé ces nouvelles recommandations avaient des liens financiers avec l'industrie pharmaceutique. C'est très important car ces nouvelles directives ont quasiment triplé le nombre d'Américains devant prendre des statines. On est passé de 13 millions à 36 millions. Et la plupart des 23 millions de personnes à qui l'on recommandait du jour au lendemain de prendre des statines n'avaient pas de maladie cardiaque. One in 5 people has high cholesterol. Millions need treatment. The cholesterol community, what becomes known later to their critics as the cholesterol La communauté du cholestérol, que ces critiques appellent la mafia du cholestérol, ne cherche pas simplement à montrer que la gestion du cholestérol conduit à des progrès dans le traitement des maladies cardiaques. Mais elle veut passer un message très fort aux Américains à plusieurs niveaux. Le niveau des individus consommateurs, celui plus spécifique des patients et celui des prescripteurs.
Et donc, ils utilisent toutes sortes de moyens pour que la population se préoccupe du cholestérol. La campagne « Connaissez votre taux » vise à ce que les Américains s'identifient à leur taux de cholestérol, que chacun en ait conscience. Les médecins vont donc mesurer le taux de cholestérol, ce que les patients demandent. Si le taux est un peu élevé, le médecin va dire « Monsieur ou Madame Jones, vous avez du cholestérol, revenez dans 3 mois, et pendant cette période, faites de l'exercice, mangez moins gras, et on verra si le taux a baissé. » Le plus souvent, le taux ne baisse pas beaucoup avec ces changements de style de vie. Et là, le docteur va dire « Ah, ça n'a pas baissé. Je vais vous donner un médicament anti-cholestérol et vous n'aurez plus à vous en soucier. » Mais il rate complètement la cible car en changeant ses habitudes de vie, le patient a fait ce qu'il fallait pour réduire ses risques cardiovasculaires de 60 à 80%. C'est une intervention thérapeutique extrêmement efficace. Mais quand le médecin dit « on va vous donner un médicament et vous n'aurez plus à vous soucier de ces résolutions si difficiles à tenir », il se trompe d'objet car il ne réalise pas que le patient a fait ce qu'il fallait. L'exercice et la diététique ne font peut-être pas baisser le cholestérol, mais ils font baisser les risques cardiovasculaires. Bob Dole. Courage, something shared by countless Americans. Those who risked their lives. Those who battled serious illness. When I was diagnosed with prostate cancer, I was primarily concerned with ridding myself of the cancer. But secondly, I was concerned about possible post-operative side effects like erectile dysfunction, ED, often called impotence. You know, it's a little embarrassing to talk about ED, but it's so important to millions of men and their partners. Bob Dole a perdu l'élection présidentielle américaine contre Clinton. Clinton non seulement était président, mais il n'avait sans doute pas besoin du médicament. Dole, lui, avait besoin d'argent pour rembourser sa campagne. Il est devenu le porte-parole de cette campagne d'information sur la maladie, puis le porte-parole du Viagra. C'était très important à cause de la stigmatisation. Il fallait vraiment quelqu'un de très respecté, de très conservateur. Vous ne pouvez pas choisir un hippie ou une vieille star du rock pour parler de la dysfonction érectile. Si vous voulez pénétrer le marché de l'Amérique moyenne, il faut un conservateur, car ils sont plus nombreux que les hippies. C'était la personne idéale. Sénateur, venant du Sud, ancien combattant, très respecté, parfait pour parler de la dysfonction érectile. Ça a vraiment convaincu beaucoup de gens qui se sont dit « Si Bob Dole a le courage d'en parler, moi aussi je peux. » Ich liebe meine Frau, weil sie beim Scrabbeln Wörter erfindet, die in keinem Wörterbuch stehen. Weil sie vom VfL Dortmund spricht, um mir beim Fußball zu imponieren. Und weil sie mich wegen meiner Erektionsstörung nicht unter Druck setzt. Ich will sie nicht verlieren. Darum gehe ich jetzt zum Arzt. With the production of a drug like Viagra, what you have industry doing... Avec un médicament comme le Viagra, l'industrie a réussi à nous convaincre que la moindre variation de rigidité de la verge, si elle n'est pas de 100% en toutes circonstances, constitue une dysfonction, une maladie qui requiert un traitement. It's an illness, and that it needs to be treated. Avant, il y avait un certain nombre d'hommes âgés qui avaient d'autres pathologies, avec pour conséquence d'être impuissants. Mais cela représentait un marché bien trop étroit pour un médicament comme le Viagra. Aujourd'hui, on pousse les adolescents à croire que si les choses ne sont pas parfaites à chaque fois, c'est qu'ils sont malades et que le médicament est la réponse à leurs problèmes. Peut-être que c'est la fatigue. Peut-être que c'est à cause du chien qui regarde. Peut-être que c'est le film qui a coupé mon élan. Peut-être que j'ai trop mangé. Peut-être que c'est à cause de la crise.
Et si ça n'avait rien à voir? Ne cherchez plus d'excuses. La majorité des patients souffrant de problèmes d'érection peut être traitée, vous aussi. En ouvrant le journal à la page des sports la semaine dernière, j'ai vu une pleine page de pub pour Cialis, un médicament contre la dysfonction érectile, comme le Viagra. Une autre manière d'élargir le marché, c'est de prendre un médicament dont l'usage est occasionnel ou même régulier, comme un médicament contre la dysfonction érectile. Quand un homme souhaite avoir un rapport sexuel, il pense à prendre son Viagra ou son Cialis, on peut le comprendre. Mais dans cette pub, deux choses ont attiré mon attention. D'abord, il y avait un coupon qui disait « Découpez cette pub et apportez-la à votre médecin pour un essai gratuit ». Je me suis dit, voilà du bon marketing, impliquer le patient dans la gestion de ses troubles. Mais surtout, la pub disait « Prenez Cialis tous les jours pour être prêt ». Jouant sur ce stéréotype très masculin, il faut toujours être prêt, on ne sait jamais, vous feriez mieux alors d'avoir pris votre Cialis. Brillant marketing, c'est devenu un médicament de chaque jour. On dit que ça prend un paresseux. Qui baisse facilement les bras. Un faible. Quelqu'un qui manque d'ambition. Un irresponsable. Un perdant. Ou quelqu'un qui manque de courage. Pour faire une dépression. La dépression est une maladie. Personne n'est à l'abri. Un bon exemple de marketing d'une maladie, c'est celui de la dépression. Dans les années 60-70, l'anxiété était un diagnostic très répandu. La famille de médicaments pour traiter ces troubles étaient les benzodiazépines, comme le Librium et le Valium, et tous ces médicaments qu'on appelle les anxiolytiques. Le marketing des benzodiazépines allait de pair avec le marketing de l'anxiété. Les généralistes étaient encouragés à diagnostiquer des troubles de l'anxiété quand ils voyaient des patients au bord des larmes, fatigués, mais aussi nerveux et anxieux. On leur disait, vous avez un trouble de l'anxiété, on va vous prescrire du Valium. Mais dans les années 80, on a réalisé que cette classe de médicaments rendait les patients accros. Médecins et malades sont partis en courant. Oh mon Dieu, on ne va pas donner des médicaments qui rendent les gens dépendants. Et la voie était alors libre pour que la dépression entre en piste. You know when you feel the weight of sadness. You may feel exhausted, hopeless, and anxious. Whatever you do, you feel lonely and don't enjoy the things you once loved. Things just don't feel like they used to. These are some symptoms of depression, a serious medical condition affecting over 20 million Americans. This led industry to persuade people that ça a permis à l'industrie pharmaceutique de convaincre les patients qu'en fait, ils n'étaient pas anxieux. Que derrière ce qu'ils pensaient être leur anxiété, il y avait une maladie. Ils étaient déprimés. Et d'expliquer que cette maladie était causée par un déséquilibre de la sérotonine, mais que les médicaments étaient comme des vitamines, et qu'ils allaient remonter le niveau de sérotonine. Depression may be related to an imbalance of natural chemicals between nerve cells in the brain. You just shouldn't have to feel this way anymore. Only your doctor can diagnose depression. Everybody can recognize symptoms. Tout le monde peut en reconnaître les symptômes. La dépression est diagnostiquée quand on a au moins 5 symptômes sur une liste de 9 pendant une période d'au moins 2 semaines. Ces symptômes sont par exemple la tristesse, la perte de plaisir, la perte d'appétit, de concentration dans les tâches habituelles, et bien sûr, des pensées morbides, des ralentissements des mouvements,
et ainsi de suite. Comme vous pouvez le constater, bien des gens peuvent avoir ces symptômes de tristesse, de perte d'appétit, de fatigue, etc., pendant plus de 2 semaines, après toutes sortes de stress. Le problème, c'est que ces critères ne sont pas uniquement utilisés par des spécialistes qui sauraient faire la différence entre une réaction normale à une perte d'emploi, de proches, une trahison, etc., et une véritable maladie mentale. En tout cas, certains sauraient. Mais le problème, c'est que ces critères sont devenus tellement déifiés dans la culture médicale qu'ils sont devenus la définition même d'un désordre mental. Depression is emotional. Sadness, loss of interest, and it's physical too. Aches, pains, fatigue. 5 symptômes sur 9, c'est assez arbitraire. Peut-être que des gens qui ont moins de 5 symptômes peuvent avoir tout de même une dépression. Dans les questionnaires chez les médecins, il est d'ailleurs dit que si vous avez moins de 5 symptômes, vous pouvez tout de même être considéré comme ayant une dépression mineure. Vous voyez comment, à partir de cette liste de symptômes, on vous embarque dans une direction où pratiquement tout épisode de tristesse dû à un événement difficile devient une maladie traitée quasiment automatiquement avec un médicament. Il existe une maladie qui touche aujourd'hui plus de 3 millions de personnes en France. Une maladie qui peut vous empêcher de parler, de rire, de manger, de travailler, de dormir ou de vous lever le matin. À la fin des années 90, la famille d'antidépresseurs appelée inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine est arrivée en bout de brevet. L'industrie pharmaceutique avait donc un problème. Elle aurait pu inventer une nouvelle classe de médicaments plus efficaces et dire aux médecins: les patients que vous traitez pour dépression sont bien déprimés. Mais nous avons maintenant un nouveau médicament plus efficace. Le problème, c'est que l'industrie pharmaceutique n'avait pas de médicaments plus efficaces. La stratégie a donc été de reproduire ce qu'elle avait fait 20 ans auparavant, quand elle avait transformé les patients anxieux en patients déprimés. Cette fois, elle a convaincu les patients déprimés qu'ils étaient en fait bipolaires. Bipolar disorder is challenging and can affect your job, family, and friends. For years, I had severe mood swings, racing thoughts, unusually high energy, and was extremely irritable. Quand un patient maniaco-dépressif est en phase maniaque, cela signifie qu'il reste des mois à l'hôpital. De même, quand il est en phase dépressive, c'est un trouble très sévère qui peut conduire au suicide. Et les gens sont hospitalisés pendant des mois. Du point de vue de l'industrie pharmaceutique, changer l'appellation maniaco-dépression en trouble bipolaire signifie qu'elle peut cibler les variations d'humeur normales que nous avons tous. Bipolar disorder is the same thing as manic depression. Knowing the name helps you understand what's happening to you, but it doesn't make it any easier to deal with. You're so high, so low. Bipolar I disorder, as it was termed, le trouble bipolaire 1, comme on l'appelle maintenant, correspond à la maniaco-dépression classique. Mais l'industrie a réussi à mettre en avant des recherches qui suggèrent qu'il existe aussi un trouble bipolaire 2, bipolaire 3, bipolaire 4 et un spectre bipolaire. Ces différents termes recouvrent une définition de plus en plus allégée de la maladie, au point d'inclure les variations d'humeur que l'on peut avoir au cours d'une journée.
You or I have our mood going up and down during the course of the day. If you, on a Monday morning, il peut arriver que le lundi matin, comme beaucoup d'entre nous, vous vous sentiez d'humeur maussade. Cela va s'arranger au fil de la journée. Mais si vous tenez un carnet d'humeur, comme l'industrie recommande de le faire, vous allez dessiner une courbe dans votre carnet. Et vous êtes conduit à penser, tout comme votre docteur, qu'une courbe comme cela, même au cours d'une même journée, est la première indication d'un trouble bipolaire. Et bien sûr, docteur, il faut traiter au plus tôt la maladie avant qu'elle ne devienne plus sévère et presque impossible à guérir. Il y a une énorme pression aujourd'hui compte tenu de la définition de ces maladies et de la facilité à distribuer des médicaments pour les traiter. Une pression pour que les gens fonctionnent socialement à tout moment au maximum de leurs possibilités. Et si ce n'est pas le cas, s'ils sont entravés dans leur rôle, comme disent les psychiatres, alors c'est qu'il y a un problème et qu'il faut tout de suite le traiter avec un médicament. Cela peut se discuter, mais il me semble que dans le monde que nous construisons pour nos petits-enfants et arrière-petits-enfants, il n'y aura plus la possibilité d'exprimer toutes les émotions humaines. Ce que nous avons vu au Japon, c'est ce qu'on appelle un méga projet marketing. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de changer les esprits par rapport à un produit, mais on tente de changer l'environnement dans lequel on veut placer le produit. いつからですか? 打つかもしれないっていつから悩んでるんですか? いつから我慢してるんですか? 打つは1ヶ月。1ヶ月辛かったらお医者さんへ。それ以上我慢しないでください。Les psychiatres japonais considéraient la dépression comme une maladie rare au Japon. Ils ne la diagnostiquaient pas souvent. L'industrie pharmaceutique a fait un lobbying très moralisateur auprès du gouvernement pour lui prouver que les patients japonais n'étaient pas bien traités. Ensuite, elle a mis sur pied une campagne afin de réduire le sentiment de honte qu'un Japonais peut ressentir s'il est triste, déprimé, ou si quelque chose ne va pas et le ferait rester chez lui sans consulter un médecin. Cette campagne avait pour but de normaliser la maladie mentale. Il y eut beaucoup d'interviews de personnalités, de vedettes de la télé, des articles dans la presse pour familiariser le public avec l'idée de la dépression. Le mot même de dépression en japonais, Utsubio, qui signifiait dépression majeure, a été changé par une grande campagne de communication. Lorsque les Japonais entendaient ce mot « dépression », Utsubio, cela évoquait quelque chose de très grave, quelqu'un d'hospitalisé. La notion a été changée pour celle de « kokoro no kaze », ce qui signifie un rhume du cœur ou un rhume de l'âme. Cette terminologie signifiait plusieurs choses. D'abord, attraper un rhume, c'est assez courant. Cela ne fait pas de vous l'un de ces cinglés bons à enfermer. C'est un rhume. Beaucoup de gens ont un rhume. Et donc, ce n'est pas si grave.
Ensuite, les Japonais sont de grands consommateurs d'antibiotiques. Et donc, un rhume, cela signifiait que c'était guérissable par un médicament. Et bien sûr, l'âme, c'est très poétique. Cela résonne bien avec la culture japonaise. Tout cela a vraiment changé la perception des Japonais et créé ce concept de dépression mineure que le généraliste pouvait désormais traiter et que le gouvernement a même reconnu. Jusque-là, il ne voulait pas entendre parler de cette poignée de déprimés. Mais là, le gouvernement a compris que la dépression pourrait contrecarrer la productivité des travailleurs japonais. Du coup, cela prenait tout son sens de traiter la dépression. Un élément important a été lorsque la cour impériale a reconnu que la princesse souffrait aussi de dépression et qu'elle était soignée pour cela. On ne pouvait rêver d'une meilleure notoriété pour la cause, à part l'empereur lui-même, évidemment. C'était fabuleux. Ça commence toujours comme ça. L'industrie dit « Laissez-moi faire cela pour vous. Laissez-moi mettre sur pied cette campagne anti-stigmatisation, ces essais cliniques. Laissez-moi faire pression sur le gouvernement. » Et les psychiatres japonais, en particulier ceux payés par l'industrie, bien sûr, pensent qu'ils font ce qui est juste. Mais à un moment donné, les intérêts divergent. D'un point de vue commercial, et c'est vrai dans tous les domaines, les industriels ne s'arrêteront pas avant que chacun, homme, femme, enfant, consomme leurs médicaments. Les psychiatres, évidemment, veulent descendre du train avant d'en arriver là. Mais une fois le train lancé, il est très difficile à arrêter. N'oubliez pas ce que c'est le marketing à l'échelon des médecins qui prescrivent. N'oubliez jamais ça. C'est 10 visites par semaine, c'est 1 heure, quelquefois 2 heures par semaine avec des gens qui viennent vous ressasser les mêmes choses. C'est les journaux qu'on appelle médicaux, qui sont la propriété de l'industrie pharmaceutique, qui répètent les mêmes choses. C'est les leaders d'opinion, comme on dit, qui sont des grands, on dit toujours grands, professeurs de médecine qui prennent le porte-voix et qui circulent d'amphithéâtre en amphithéâtre pour vanter les succès spectaculaires et remarquables de tel ou tel truc, moyennant finance, bien entendu. Difficile de résister. Sur ce document, on voit les acteurs clés du marché des médicaments antipsychotiques aux États-Unis. Il y a les instances de contrôle, les payeurs, les acteurs sociaux et médicaux, les fabricants et tous sont liés entre eux. Autour des patients, il y a les amis, les collègues, la religion, les groupes de patients. De même, autour des commissions de contrôle, il y a les législateurs, les médias, etc. Tous ces acteurs clés sont étudiés pour qu'ils participent au succès du médicament. Le secret du succès réside dans la science. Comment produire les éléments scientifiques qui vont convaincre tous ces gens que c'est le meilleur, le seul traitement pour telle ou telle maladie. 85% des essais cliniques, et même 97% des essais cliniques les plus importants, sont financés par l'industrie pharmaceutique.
Or, on a montré qu'il y a 5 fois plus de chances pour qu'un essai financé par le privé conclue à l'efficacité du médicament qu'une étude financée par la recherche publique pour le même médicament. C'est pas mal comme ratio. On a tendance à penser que les études scientifiques sont objectives et ne sont pas biaisées. Mais la nature du système fait que les firmes pharmaceutiques conçoivent elles-mêmes les essais cliniques pour aider à la vente de leurs médicaments. Et les firmes ont la main mise sur les données cliniques exactement comme Coca-Cola possède la recette du Coca. Là où l'industrie pharmaceutique est particulièrement efficace, c'est dans le contrôle, dans sa capacité à coopter des médecins qui n'ont aucun lien avec elle. Des médecins qui n'ont jamais touché un centime de sa part, qui pensent même être assez hostiles à l'industrie pharmaceutique et qui proclament « Nous nous déterminons sur des bases scientifiques. Nous voulons voir la preuve scientifique pour avoir un avis. Nous ne décidons pas parce que nous sommes payés par l'industrie, ni parce qu'on nous invite à des congrès, mais parce qu'on a une preuve. » Le problème majeur, c'est que par rapport aux années 60, aujourd'hui, l'industrie a le contrôle de cette preuve scientifique. L'industrie dirige les essais cliniques, tous les essais. Quand j'étais à l'université en 1980-82, nous passions des heures à disséquer des essais cliniques, à chercher les erreurs méthodologiques, et l'on trouvait des problèmes. Mais je ne peux me souvenir d'une seule fois où il nous serait venu à l'idée que le problème était lié à des enjeux commerciaux. Bien sûr, la science est imparfaite, mais nos professeurs n'avaient aucun lien avec l'industrie pharmaceutique. C'était du jamais vu. C'était insensé. Aujourd'hui, on voit bien que les articles sont truffés d'erreurs. Et si on pouvait mettre des lunettes de vérité, on verrait les grands professeurs marcher dans les couloirs des hôpitaux, habillés comme des pilotes de Formule 1. Sur leur blouse blanche, ils n'auraient pas écrit Pennzoil et Mobil. Il y aurait Merck, Pfizer, NGM, etc., parce qu'ils sont financés par l'industrie. Vous êtes jeune et vous souffrez d'un mal de dos persistant, un vrai cauchemar quotidien. Même au repos, la douleur vous enflamme. Ce mal de dos peut cacher une spondylarthrite ankylosante, une maladie douloureuse et handicapante qui se traite bien si on la dépiste à temps. La spondylarthrite ankylosante, parlez-en à votre médecin. Informez-vous sur dosaumur.com, une initiative de la Société française de rhumatologie en partenariat avec Pfizer. L'Internet permet aux gens de sentir qu'ils se prennent en charge, en allant chercher toute l'information médicale possible et imaginable. Ils peuvent aller directement sur les sites des journaux médicaux, ils peuvent trouver des tas de sites avec des données médicales où les maladies sont répertoriées et décrites. Ils peuvent échanger avec leurs amis ou sur des forums avec des gens souffrant des mêmes maux. Il y a cette idée que non seulement les gens ont ainsi plus de pouvoir, mais que c'est ainsi qu'ils seront de bons patients. Qu'un bon patient doit connaître toutes ces informations avant même d'aller chez le médecin. Que vous n'allez pas voir le médecin en vous en remettant à son autorité, mais qu'il y aura comme une négociation avec lui autour de votre traitement. Évidemment, il y a là un piège, car Internet cache très bien la provenance de l'information. Alors, je vous propose de faire quelque chose, je viens d'apprendre, en sortant de chez mon toubib, que le mal de dos que j'ai depuis des années, que je me traîne et qui fait que le matin j'ai du mal à me réveiller, que j'ai l'impression d'être complètement rouillé, que je mets 1 heure à me dérouiller et que la douche n'y suffit pas, eh bien justement j'ai vu à la télévision au moment de la Coupe du Monde de football ce spot de Franck Leboeuf où il me disait finalement le mal de dos c'est la spondylarthrite ankylosante et il y a un médicament qui existe. Alors qu'est-ce que je fais quand je suis rentré de chez mon toubib? J'ai été voir sur mon Internet préféré. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le nom de cette campagne, dont je me souviens, parce que c'est pas difficile de s'en souvenir. Ça s'appelle Dos au mur.
J'ai découvert ma maladie en 2000. Elle a été diagnostiquée suite à des douleurs répétées au niveau des cervicales. Alors la spondylarthrite ankylosante est un rhumatisme inflammatoire qui se caractérise par des douleurs nocturnes et des dérouillages matinales essentiellement. D'abord, si je continue d'écouter ce film, finalement, je vais me dire, il me parle du mal de dos et tout ce qu'il décrit comme symptômes de façon précise. Là, il vient de dire le soir, il est fatigué. Oui, moi aussi, je suis fatigué. Le matin, il a du mal à se déverrouiller. Oui, moi aussi, j'ai du mal à me déverrouiller. Bref, je me retrouve bien dans ce témoignage. Alors, je veux en savoir plus. J'ai vu qu'il y avait un grand docteur. Les sociétés savantes, comme la Société française de rhumatologie, n'ont pas pour objectif unique de faire des travaux scientifiques dans des laboratoires qu'on appelle des travaux fondamentaux. Les sociétés savantes ont aussi pour mission de participer à toutes les actions qui conduisent à mieux connaître les maladies rhumatismales. Déjà, c'est une société savante, ça fait sérieux. Et je vois déjà une chose qui m'étonne, c'est que je vois ce monsieur, qui est donc un professeur des hôpitaux publics, je le vois avec derrière lui, en fond d'écran, Pfizer. Et c'est marrant parce que je le vois en haut à gauche et en bas à droite. C'est drôle parce que je me rappelle avoir écouté un ami qui est un spécialiste du marketing m'expliquer que c'était les deux endroits importants dans une image, à partir du moment où le centre était occupé par quelqu'un. Et donc, bon, c'est peut-être pas un hasard si finalement j'ai cette image. Et tout ce que va me dire finalement ce docteur, c'est quoi? Si je résume, c'est qu'il y a 150 000 personnes qui sont atteintes par an, qui sont des personnes jeunes, que c'est des signes finalement assez banals. Et d'ailleurs, c'est tellement banal que lui-même, ce professeur, appelle ça le mal de dos. Mal de dos des jeunes, c'est le mot même qu'il utilise. Mais il me fait peur. Il me fait peur, ce toubib, parce qu'il me dit que mon truc, ça peut être invalidant. Et puis, sérieusement invalidant. Ah, il me fait peur, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il me dit que, attendez, d'accord, ça touche peu de monde, ça peut faire très mal, ça peut être très invalidant, mais il y a un traitement qui existe, mais il est remboursé à 100% par la sécurité sociale. Par ailleurs, aujourd'hui, on dispose d'outils diagnostiques avec de la radiologie moderne qui peut permettre de faire des diagnostics plus précoces. Et surtout, on dispose aujourd'hui de traitements particulièrement efficaces depuis quelques années. Le problème de ce médicament, c'est qu'il a des effets secondaires considérables, qu'on ne peut pas encore bien analyser parce qu'on n'a pas encore assez de recul. Mais ce que l'on suppose, c'est qu'effectivement, ce médicament a des répercussions cardiovasculaires et probablement aussi est un facteur de cancer. Ce que j'oublie de vous dire, c'est qu'il coûte 1 880 € par traitement. Welkom bij Radar. Gezonde skepsis is. Notre institut étudie l'industrie pharmaceutique. Comment elle fait pression, comment elle vend les médicaments, comment elle tente d'influencer les patients, les médecins, les gouvernements, les médias. L'objectif est de réduire cette influence pour avoir une utilisation plus rationnelle des médicaments. En collaboration avec une émission de défense des consommateurs, nous avons inventé une fausse campagne publicitaire. Nous voulions montrer comment l'industrie pharmaceutique monte des campagnes d'information sur les maladies pour vendre ces médicaments. Nous avons approché une agence d'études marketing en leur disant que nous étions mandatés par un important laboratoire pharmaceutique qui souhaitait sortir un médicament contre la flatulence et nous voulions une enquête pour montrer l'étendue du problème. 1 op de 4 Nederlanders heeft last van winderigheid. Van deze mensen heeft 86% lichamelijke klachten als een opgeblazen gevoel, buikkrampen of misselijkheid. 75% heeft geestelijke klachten als schaamte, ongemakkelijkheid of onzekerheid. 76% is nog nooit bij de huisarts geweest voor zijn winderigheidsprobleem. En ruim de helft wil wel een medicijn gebruiken om winderigheid tegen te gaan. On a fait ce prospectus avec la photo d'une dame et des ballons. C'était pas mal, des ballons avec l'idée du vent, la flatulence, l'air. C'est comme ça que procède l'industrie pharmaceutique, en utilisant des patients souriants, puisque leur problème est résolu.
Nous sommes allés voir des médecins et ils ont tous accepté que nous déposions ces prospectus dans leur salle d'attente. Ils ont trouvé que c'était une chouette campagne et ils n'ont posé aucune question pour savoir qui était derrière, quel laboratoire ou quelle association de patients. Rien. On a pu déposer nos posters et nos tracts sans problème. On avait aussi des témoignages de patients souffrant de flatulences. Par exemple, ma fille était une fausse patiente dont les camarades se moquaient à l'école. Sa maîtresse lui disait que ça n'était pas bien de péter en classe, que c'était impoli. Mais tout se finissait bien. Le médecin a donné une pilule et le problème était réglé. Nous avons contacté des émissions de télé, des émissions d'information et de divertissement, et nous avons demandé s'il était possible de parler de la flatulence. Et la réponse a été oui. Une série télé très populaire aux Pays-Bas, Les bons et les mauvais jours, a même proposé pour 50 000 € que dans un épisode, l'un des principaux personnages discute avec sa femme de son grave problème de flatulence. Sa femme lui conseillerait de consulter le médecin. Il serait filmé dans la salle d'attente où l'on verrait notre poster et notre prospectus. They would film him in the waiting room for the doctor, and there would be our posters of the flatulence campaign. La polypilule a été annoncée dans une édition spéciale du British Medical Journal en 2003. La préface de l'éditeur stipulait que c'était sans doute là l'article le plus important que le BMJ ait jamais publié et publierait jamais. C'est assez impressionnant quand on sait que la polypilule était complètement théorique. L'auteur de l'article suggérait que, plutôt que de tester systématiquement la population pour l'hypertension, pour le cholestérol, pour le diabète, etc., pourquoi ne pas tout simplement donner à toute la population, au-delà d'un certain âge, une pilule qui contiendrait de quoi soigner toutes ces maladies en même temps? La polypilule, dans sa forme théorique, contenait un diurétique, un bêta-bloquant, un inhibiteur de l'ECA, de l'acide folique et de l'aspirine. L'idée était de composer en fonction des bénéfices et des effets secondaires des uns et des autres pour que tout soit bien équilibré. Et ainsi, disait l'auteur de l'article, on pourrait diminuer la mortalité par maladie cardiovasculaire de 88%. Tout simplement en prescrivant cette pilule à toute la population de plus de 50 ans. Alors que cela semble une perspective assez orwellienne, la polypilule a généré tout de suite un grand enthousiasme. Des centaines de gens ont écrit sur le site web du journal pour dire que si une telle pilule existait, ils la prendraient immédiatement. D'autres interrogeaient « Pourquoi seulement une polypilule? Pourquoi pas une pour les hommes qui contiendrait un médicament contre le cancer de la prostate et une polypilule pour les femmes avec du tamoxifène pour réduire les risques de cancer du sein ?» Donc là, vous vous embarquez pour la durée de l'existence qui vous reste à vivre. Vous voilà donc pendant 30 ans avec un comprimé par jour pour prévenir des maladies que vous avez l'une ou l'autre à peu près une chance sur 100 d'acquérir. What's
Mais que se passe-t-il? La médecine est devenue folle. Elle a perdu tout sens de ce qu'est un risque raisonnable ou non. Il faut se souvenir de la phrase du médecin français Pinel sur l'art de la médecine. C'est bien de savoir donner un médicament pour traiter une maladie, mais c'est un art plus grand encore de savoir quand il ne faut pas traiter. Et cet art, nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu parce qu'on ne peut pas dire non au marché. Gehen auch Sie bei Erektionsstörungen zum Arzt.